Bonsoir à tous, bonsoir Reda Suilamas. Bonsoir. Vous êtes algérien, natif de Cherchell, médecin et professeur de chirurgie. On vous reçoit surtout pour vous parler de ce livre passionnant, Reda Suilamas, La couleur du bistouri. Vous parlez beaucoup de médecine, votre expérience ici en Algérie et à l'étranger. Alors vous êtes médecin, né en Algérie, formé aussi en Algérie, que vous avez quitté au début des années 90. Exact. Merci pour l'invitation, Khaled. Oui, j'ai fait mon doctorat en médecine à la faculté de médecine d'Alger. J'ai ensuite fait mon service militaire et je suis parti en France avec l'idée de me spécialiser en chirurgie. Et j'ai passé une vingtaine d'années, j'ai fait ma spécialité, j'ai dû repasser mes équivalences de médecine afin de pouvoir exercer pleinement la spécialité que j'avais choisie, qui est la chirurgie pulmonaire, et de faire toute ma carrière en France. Et au cours de de ce long trajet, il se passe des choses qu'on n'attend pas, et fait qu'on découvre d'autres pays, d'autres expériences, et voilà, c'est une très grande trajectoire. Le livre est composé en trois parties. La première partie, c'est l'expérience en France de Ibn Sarraj, le fameux chirurgien algérien qui part d'Alger pour se spécialiser. Ibn Sarraj raconte comment il a fait pour se spécialiser, comment c'était difficile. La chirurgie est très difficile. Être étranger en France, c'est très difficile aussi, et être algérien en France, c'est encore plus difficile. Et à ce sujet, Reda Suilamas, à propos de ce livre, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de La couleur du bistouri après un parcours professionnel important à l'étranger? Alors, je voulais mettre sur papier une histoire qui me semblait importante, pour laquelle il me semblait important de la partager avec des jeunes médecins, avec des collègues, avec de la population et des patients. Pourquoi ? Parce que être chirurgien, c'est quelque chose d'assez important. C'est un travail dur, difficile, parce qu'il y a une grosse responsabilité. Mais faire de la chirurgie, c'est une chose. Savoir à qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, c'est une autre chose. Et aussi, pour partager l'expérience internationale, de voir comment dans différents pays, donc la France, la Belgique, les États-Unis, les pays du Golfe, on a l'impression que la médecine est différente, la chirurgie est différente, mais en fait non. Le patient est toujours le même, et donc je voulais partager cette expérience avec un petit épilogue à la fin où je pense que vous allez en parler. Après 30 ans, vous avez forcément comment dire, c'est pas des conclusions ni des conseils à donner, mais des réflexions que je voulais mettre sur papier et partager. Et concernant le titre, Reda Suilamas, La couleur du bistouri, est-ce que le bistouri a une couleur selon vous? Alors, exactement, c'est une très bonne question. Alors, le bistouri a une couleur argent, c'est le scalpel, c'est silver, voilà. Et quand j'ai écrit la première édition de ce livre, où il n'y avait que la partie française, j'ai un ami avec qui je discutais, je cherchais les titres, et il m'a suggéré ce titre parce que, en fait, il m'a dit le bistouri prend la couleur de celui qui le tient. Et donc, si c'est un blond aux yeux bleus, quelqu'un de souche, reste argenté. Si c'est un brun basané, un Africain, un Algérien ou que sais-je, ça prend une autre couleur. Donc, c'est un titre ironique. J'aurais pu l'appeler au début la naïveté du bistouri, ou le bistouri naïf, parce que je pense qu'on reviendra. Je pensais que quand on a franchi toutes les étapes et qu'on en a fait plus, 3 à 4 fois plus que ce qu'on vous a demandé, vous êtes reconnu, mais reconnu dans l'institution. Et en fait, l'erreur, et c'est ça aussi le message que je passe aux jeunes, il ne faut pas vouloir être reconnu par ses pairs, c'est bien, mais si ça ne se passe pas, c'est pas grave. Il faut être reconnu par les patients. C'est les patients qui font le médecin. Et quelles sont les principales difficultés qu'un médecin algérien rencontre aujourd'hui? Et deuxième question, était-ce plus facile de votre temps que ce n'est le cas aujourd'hui? Alors, de notre temps, il était difficile.
était extrêmement difficile. À titre d'exemple, quand on est arrivé pour faire cette spécialité, quand on passait l'examen d'entrée à la spécialité, on nous faisait signer un papier disant que à la fin du diplôme, une fois le diplôme obtenu, on s'engageait sur l'honneur à ne pas demander à exercer en France et à retourner en Algérie. J'ai appris que ces 3 dernières années, il y a un détournement massif de médecins algériens vers la France qui sont recrutés avec des tests à l'ambassade, et il y a eu, semble-t-il, des milliers. Donc c'est assez, je pourrais dire que c'est plus facile aujourd'hui d'exercer quand on est étranger en France, parce qu'il y a un besoin de santé publique, il n'y a pas assez de médecins. Mais ces médecins exercent comme étrangers, resteront étrangers et ne seront jamais intégrés. Une petite parenthèse, il y a, selon les chiffres officiels, près de 7000 médecins diplômés en Algérie exerçant en France au 1er janvier 2025. Les médecins algériens doivent-ils s'inquiéter de cette situation, du fait qu'il y ait de plus en plus de médecins algériens qui quittent l'Algérie? Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est juste dans la logique des choses? C'est très inquiétant, c'est incompréhensible, et c'est surtout anti-humanité. Parce que quand vous prenez des milliers de médecins d'un pays pour les mettre dans un autre pays, ça veut dire que le pays dans lequel les médecins ont été formés et qu'ils ont quitté, les patients n'auront pas suffisamment de main-d'œuvre médicale, de médecins pour les soigner. Quand on forme des médecins dans un pays, on calcule sur le plan épidémiologique combien de médecins faut-il par rapport à la population, aux pathologies, etc. Donc là, les médecins qui sont pris en Algérie pour la France est un scandale, parce que les droits de l'homme qui stipulent que tout être humain a le droit à la santé ne sont pas respectés par le pays qui... c'est un pillage. Mais je crois que c'est une ancienne histoire, c'est une histoire de la colonie. Avant, on pillait le blé, et là, on pille les jeunes. Et est-ce que vous êtes d'accord avec la décision récente qui a été annulée par la suite des autorités algériennes de ne pas délivrer de diplôme de fin d'études aux médecins, justement pour les empêcher de quitter l'Algérie pour l'Europe? Ce n'est pas une solution qui marche, parce que, comme vous dites, elle a été annulée parce qu'il y a eu, je pense, des mouvements. Non, ce qu'il faudrait, c'est que l'Algérie utilise des leviers, et la solution, à défaut d'arrêter cette hémorragie, on peut la contrôler, d'exiger de faire un partenariat avec notamment la France, un partenariat limité dans le temps, un contrat qui stipule que les médecins qui partent se former sont sélectionnés en Algérie. Ils partent se former en France. Durant leur formation, ils peuvent occuper des postes pour combler le vide. Et à la fin du contrat, quand ils ont obtenu leur diplôme, reviennent exercer en Algérie. Je crois que c'est une situation gagnant-gagnant, à défaut de faire autre chose. Mais à terme, il faudrait, et c'est mon souhait, en tant que professionnel de la santé, que les jeunes médecins soient formés en Algérie sur un niveau international pour devenir des spécialistes sans qu'ils aient à se déplacer à l'étranger. Il y a quelques exemples dans le monde où ça a été déjà fait, et j'ai participé à ce genre de... 2 questions sur les études de médecine. Reda Suilamas, ce n'est plus à la mode comme avant de faire médecine en Algérie, ou est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? Et cela nous amène à parler de la spécialité. Beaucoup de spécialistes, pas juste de la médecine, disent qu'il y a trop de médecins qui choisissent une spécialité et que parfois nous sommes en manque de médecins généralistes. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est vrai. Et il y a un pays que je connais très bien, qui est la France, mais d'autres pays européens le font. Maintenant, les médecins généralistes font une spécialité, c'est-à-dire à la fin du cursus de médecine, ils ne sont pas généralistes, ils ouvrent un cabinet où ils travaillent en entreprise, ils font 3 années de spécialité qu'on appelle la médecine générale, parce que la médecine a tellement évolué. La médecine générale devient une spécialité. Devient une spécialité. Ce n'est pas le cas en Algérie, on est bien d'accord. Ça serait bien qu'en Algérie, en fait, vous savez, la médecine, c'est on calcule les besoins. Et aucun pays ne ressemble à un autre parce que les pathologies ne sont pas les mêmes,
les personnes, les habitudes culinaires, le tabagisme. Et donc, ça serait bien qu'en Algérie, on adapte la médecine et la santé, on ne parle plus de médecine, on parle de programme de santé, aux besoins de la population. Par exemple, le diabète, par exemple, l'hypertension. Il y a des pathologies qui sont beaucoup plus fréquentes dans un pays et pas l'autre. Et donc, je crois que la médecine moderne, les programmes de santé modernes, c'est s'adapter aux besoins de la population et des pathologies. Donc, quand on fait on dit qu'on a plus besoin, par exemple, d'ophtalmo que de cardiologue ou de dermatologue, et on avance et tous les 5 ans, on revoit la copie pour voir, de manière, en fait, le but de la médecine, c'est quoi? C'est de prendre soin de l'autre. Si vous avez trop de chirurgiens et pas assez de cardiologues et qu'il y a beaucoup de pathologies cardiologiques, c'est pas bien, et inversement. Donc, c'est adapter la formation des jeunes spécialistes aux besoins du pays. Est-ce que vous considérez que la formation, que les études des médecins et des étudiants en médecine en Algérie aujourd'hui est meilleure, ou moins bonne que celle d'avant, que celle des années 70 ou 80 par exemple? C'est un constat que relèvent beaucoup de spécialistes de la médecine. Alors, moi je pense qu'elle est meilleure, tout simplement que avant on faisait des études, on avait nos cours et ça s'arrêtait au cours. Aujourd'hui, l'étudiant va en cours, il prend le cours de l'enseignant, il va sur Internet, il se met sur PubMed et il sort le dernier cours ou la dernière mise au point sur telle ou telle pathologie ou telle méthode de traitement. Donc, ce qui n'existait pas de mon temps, il y a une trentaine d'années, existe aujourd'hui. Donc, je pense que les études de médecine d'aujourd'hui sont de meilleure qualité. Maintenant, comment traduire après ces connaissances dans la pratique quotidienne? Et c'est là un peu mon sujet en disant, c'est pas comment faire une opération, c'est à qui, quand et comment faire en sorte que le patient revienne dans sa famille, revienne vers son travail assez rapidement. Donc l'application de la médecine, l'apprentissage c'est une chose, l'application en est une autre. Mais Reda Souelamas, il y a beaucoup de professeurs qui se plaignent de la masse importante d'étudiants en médecine, aussi en chirurgie dentaire ou en pharmacie, par rapport aux mêmes méthodes et aux mêmes moyens qui sont limités. Donc avec les mêmes moyens, avec les mêmes établissements, on a beaucoup plus d'étudiants. Est-ce que ce facteur compte ? Bien sûr, c'est une histoire de qualité. Par exemple, quand les étudiants rentrent dans les stages hospitaliers, les stages cliniques, vous avez un service de cardiologie de 20 lits. Si vous avez 10 étudiants, c'est bien. Si vous en avez 40, c'est différent. Les 40 ne peuvent pas être formés au niveau dont on souhaite qu'ils auraient à la fin de leur stage. Donc, il faut également la formation médicale et la clé, c'est comment former, combien il faut former et quelle qualité on donne à cette formation, et la clé de la médecine de demain. Les étudiants de médecine d'aujourd'hui sont les médecins de demain et c'est la relève. Je reviens à mon fameux système de santé pérenne, c'est que le système de santé fonctionne et qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite, comme vous le savez, et qu'il y a une relève pour les 5, les 10 et les 15 ans à venir. Donc, les étudiants, moi je les trouve brillants, le peu que je rencontre sont très friands de connaissances. Je suis sollicité régulièrement pour donner des cours ou leur donner des articles. Et donc, moi je pense que l'Algérie a une grande opportunité et un gros potentiel. Revenons à la couleur du bistouri, Reda Souelamas. La troisième partie du livre, vous parlez beaucoup de la médecine qui a changé ou qui doit changer. Alors, la médecine a changé parce que les pathologies ont changé, le climat a changé et l'approche a changé. Alors, la médecine moderne, contemporaine, elle est très efficace quand elle est bien appliquée. Je parle de quelques critères, c'est des pistes que je donne. La médecine centrée sur le patient, c'est-à-dire le patient est au centre des préoccupations de l'équipe médicale. L'équipe médicale, elle est multidisciplinaire, c'est plus le docteur tout seul qui travaille seul ou qui décide seul, c'est toute une équipe qui comprend même le paramédical. La formation médicale continue active, c'est-à-dire que
on apprend des choses qu'on met en pratique clinique pratiquement immédiatement, et le contrôle des qualités des équipes, des hôpitaux et des services, qui fait que si on est évalué et qu'on a une bonne note et qu'on répond aux normes internationales sur la médecine qu'on pratique, c'est un honneur, et ça permet d'avancer, de former plus de gens et d'avoir de plus en plus de meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler sans rendre de compte. Est-ce que vous pensez que le système de santé en Algérie a évolué dans la bonne direction, Reda Suilamas, parce que vous vous intéressez aussi à ce système de santé en Algérie et vous mettez l'accent sur la modernisation du potentiel humain? Alors, c'est très difficile, vous savez, c'est pas blanc ou noir, je gris. pense que oui, je suis convaincu qu'il y a un grand potentiel pour que la médecine en Algérie soit appliquée via des programmes de santé modernes. Il y a un gros potentiel parce qu'il y a beaucoup de jeunes, l'Algérie est une population jeune, qui veulent se développer à un niveau international. Maintenant, il faut permettre à ces jeunes, vous savez, sans la jeunesse médicale, la médecine ne peut pas continuer à exister. Donc, il faut permettre aux jeunes médecins de se former à un niveau international, j'insiste, et de se former, si possible, en Algérie, avec des conventions, et pourquoi pas des conventions vers des centres anglo-saxons, internationaux, où il n'y a pas, où on n'est pas marqué par l'histoire coloniale. Donc, déjà en France, les médecins français partent souvent se surspécialiser aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, ça serait bien que les Algériens puissent se former en Algérie avec un niveau excellent. Et je suis peut-être très optimiste, mais je pense que si les efforts nécessaires, parce que c'est un challenge, il y a un travail à hauteur de ce challenge, l'Algérie pourra devenir leader en matière de santé dans le monde et notamment en Afrique. Est-ce une solution de nommer des médecins comme ministres de la Santé? Oui. Puisque dans le milieu où j'ai travaillé récemment, Vous dites ça parce que vous êtes médecin ou... Non, je ne dis pas ça parce que je suis médecin. Vraiment? Non, je le pense vraiment parce que dans le milieu, dans la grande institution où j'ai travaillé ces 10 dernières années, le directeur général est un médecin. Et non seulement un médecin, ils sont souvent chirurgiens. Il y a récemment un article qui est sorti aux États-Unis et où, vous savez, on classe beaucoup les hôpitaux aux États-Unis. Les 25 meilleurs hôpitaux ont comme directeurs généraux des médecins. Alors qu'en Algérie, les hôpitaux ne sont pas dirigés par des médecins. Comme dans beaucoup de pays en Europe. Donc, avoir un directeur général comme médecin ou chirurgien dans un hôpital, c'est très bien. Avoir un ministre qui est médecin, c'est encore meilleur. La lutte contre le cancer, c'est très important dans un système de santé moderne. Reda Suilamas, vous dites que c'est même la clé, surtout en matière de dépistage. Qu'en est-il selon vous de cette situation en Algérie? Alors, en général, donc le dépistage est la clé, et le dépistage, pas pour le dépistage parce qu'un cancer qui est diagnostiqué au stade précoce, on appelle ça in situ ou stade 1, est traité plus facilement, et la survie, le temps que l'absence de récidive et la survie du patient est très très longue par rapport à un stade avancé. Donc, le dépistage est fondamental. Dans le cancer du poumon, nous avons créé ce qu'on appelle le Lung Cancer Screening. C'est le dépistage qui permet de découvrir chez des fumeurs, à partir d'un certain âge, des petites tumeurs qu'on peut traiter in situ, sans de grosses chirurgies, et qui permettent aux patients de guérir définitivement. Donc oui, le dépistage est une piste. C'est même, on est plus loin maintenant que le dépistage dans les programmes de santé modernes. C'est de dépister une maladie pour que le malade puisse guérir et vivre très longtemps, mais on essaye maintenant de maintenir des gens qui sont en bonne santé pour qu'ils ne soient pas malades. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, la médecine moderne a évolué dans le bon sens. Il s'agit de bonnes pratiques, et à partir du moment où on prend soin d'une personne, on soigne les malades, mais on évite aux non-malades de tomber malades. Donc le dépistage, oui, pour le diabète, pour les maladies cardiovasculaires. Le cancer est un fléau. Nous savons que
dans ma spécialité, le cancer du poumon, dans 90% des cas, est dû au tabagisme. Et je crois savoir, et ce que j'ai observé dans les rues et les cafés en Algérie, les Algériens sont des fumeurs, il y a beaucoup de gens qui fument, et c'est le dépistage, oui, apprendre à faire des campagnes anti-tabac pour apprendre aux gens à ne pas fumer aussi. Alors parlons du tabagisme, il y a une réelle volonté en Algérie de lutter contre toutes les formes de cancer, mais comment vous expliquez qu'il n'y a pas une lutte efficace contre le tabagisme encore aujourd'hui en Algérie? Je pense qu'il n'y a pas encore de programme, mais il est temps maintenant de se lancer. Alors, je ne connais pas très bien le système algérien sur les dépistages et les luttes anti-tabac, les luttes par exemple, le diabète, c'est pareil, les maladies cardiovasculaires, le cholestérol. Mais dans un programme de santé, on commence déjà par éliminer les causes qui donnent la maladie. Donc, en éliminant les causes qui donnent les maladies, on diminue le nombre de malades. Et donc, quand malgré tout, il y a des malades qui sont atteints et vont à l'hôpital, ça fait moins, vous voyez, c'est une chaîne, ça fait moins de malades à soigner si jamais on fait du dépistage et on fait de l'éducation des gens, le tabac notamment. Alors, le tabac, je vois que les gens fument, c'est pas régulé. Dans les cafés, je crois qu'il y a des coins où les gens peuvent fumer, d'autres non. Mais faire de la lutte anti-tabac une priorité permettrait de diminuer de facto le nombre de cancers de poumon. Reda Sulamas, le français est en train de perdre progressivement sa place dans l'enseignement de la médecine en Algérie au profit de l'anglais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Mais comme toute bonne chose, il faut savoir la faire. Il faudrait préparer les étudiants de médecine qui entrent en première année à apprendre l'anglais médical, à apprendre à parler l'anglais médical, à leur apprendre à réfléchir en anglais et non pas faire de la traduction. J'ai eu dans le passé l'occasion de m'occuper de ça à Paris Descartes. On leur faisait de l'anglais médical, on leur faisait même des sketchs. Les étudiants entre eux, un est docteur, l'autre est infirmier, l'autre est médecin, patient, et apprendre à dire comment est-ce que vous avez de la température avant d'entrer dans les spécialités, la cardiologie. Et donc, oui, c'est une bonne décision. De toute façon, inévitablement, puisque l'anglais maintenant est devenu médical partout dans le monde, y compris dans les pays francophones. Donc oui, mais il faut préparer les étudiants pour ne pas dire, voyez, on a fait, ça ne marche pas. Il faut enseigner l'anglais médical basique. C'est intéressant parce que vous dites que même dans les pays francophones, aujourd'hui, on est en train d'apprendre la médecine en anglais, sauf que pour l'exemple algérien, parfois, c'est de l'enseignement un peu brutal et radical, comme le passage d'ailleurs du français à l'arabisation. Aujourd'hui, la langue anglaise est parfois imposée en deuxième, troisième, quatrième année. Donc vous, votre logique, c'est que l'enseignement de l'anglais doit absolument commencer à la première année et pas plus tard. Non, en première année de médecine, l'anglais médical, les définitions des mots médicaux, apprendre à des jeunes à parler à un malade en anglais, ce qui leur permet d'être bon. Mais je ne crois pas que ça soit brutal parce que j'ai remarqué que la jeunesse algérienne est maintenant plus anglophone, en plus de l'arabe et du berbère, parle plus anglais que français. Donc c'est déjà pas mal. Je crois que c'est une bonne chose parce que cette jeunesse est préparée. Par contre, j'ai discuté avec des gens qui disent mais si le professeur est francophone et que l'étudiant arrive, oui, mais c'est l'avenir. La question que je voulais vous poser, ça veut dire que la majorité écrasante des enseignants de médecine en Algérie sont francophones. Donc, est-ce que la formation de l'anglais doit aussi passer par les enseignants avant d'atteindre les étudiants? Alors, elle doit passer en même temps. Vous savez que plus on est jeune et plus rapidement on apprend une langue. Donc, quand on a 25 ans, c'est très rapide. À 40 ans, c'est un peu moins rapide. À 50, donc, il faut que... Mais, encore une fois, quand on enseigne la médecine ou la chirurgie dans les facultés, les principaux articles, les principales avancées sont en langue anglaise. Donc le professeur qui va enseigner doit lire un article en anglais pour qu'il délivre aux étudiants ce qu'on appelle le up-to-date, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Donc les enseignants sont normalement de facto
pas anglophones, mais parlent l'anglais médical, savent lire des articles. Et j'aimerais, votre question est extrêmement intéressante, mais il y a plusieurs facettes. Par exemple, il faudrait qu'il y ait des cours à la faculté de médecine de comment rédiger un article médical, comment lire un article médical, comment rédiger un article médical pour une revue anglophone, comment préparer une présentation, un cours ou même présenter un cas clinique en anglais. Donc vous voyez, c'est toute une série de choses. C'est pas une chose qui va suffire, mais encore une fois, c'est une excellente initiative. Je trouve que c'est une innovation culturelle et qu'il faut aller de l'avant. Et vous corroborez vos propos en disant aussi que la publication d'un article médical en français dans une revue n'aura jamais le même impact qu'un article publié en anglais. Absolument. Et vous donnez un pourcentage très très infime oui, aussi. Oui, l'impact factor d'un article, c'est-à-dire vous avez publié un article et ensuite combien de fois il va être revu, cité dans d'autres articles ou dans des études, ça s'appelle l'impact factor. Plus le journal est important, plus l'impact factor est fort, mais si l'article, il y a des journaux français dont l'impact factor n'est pas du tout important. Donc l'anglais, les journaux anglais, maintenant les revues médicales, vous avez le New England Journal of Medicine, qui est le numéro 1, vous avez les journaux de chirurgie, le Journal of Thoracic, tout est en anglais. Si vous publiez en anglais, vous serez cité. Plus vous êtes cité, plus l'impact factor monte, mais surtout, plus vous assimilez les connaissances. Donc l'anglais, moi je crois que ce n'est pas un problème. Moi je pense, parce que je suis passé par là, j'étais francophone. Je lisais des articles en anglais, j'écrivais des articles en français que je traduisais en anglais, c'était une erreur. Un de mes professeurs anglo-saxons me l'a appris. Il faut écrire en anglais directement, il ne faut pas traduire. Et donc on est un peu anglophone, et on est algérien. L'algérien s'adapte, parle l'arabe, le berbère, l'anglais, il peut parler l'allemand, il peut... Et donc, vous savez, on a une facilité à... Et je pense que dire que c'est compliqué, il faut attendre plus tard pour le faire, serait une erreur. Donc oui pour l'anglais médical, et il faut tout, au lieu de dire c'est juste pas possible, faire en sorte pour que ça marche. Est-ce qu'à long terme, la médecine en anglais doit être complètement généralisée, coexister avec le français, ou à long terme, le français doit disparaître de la médecine en Algérie? Alors, disparaître, non, une langue c'est toujours une richesse, posséder une langue c'est très bien. Moi je pense qu'on peut faire de la médecine en anglais et parler français. Moi, je suis friand de littérature, je cite Marcel Proust et Balzac dans mon livre. Non, les Canadiens les Canadiens francophones du Québec parlent français, mais ils ont des universités anglaises et des universités francophones. L'un n'empêche pas l'autre. Je crois qu'il ne faut pas exclure. Les langues, c'est toujours bien. Il faut garder la langue française, c'est une langue qui sévit en Algérie depuis des siècles. Donc, la garder pour autre chose, mais faire des études en médecine, c'est très bien. C'est très bien. En parlant des soins, Reda Suilhamas, quid des cliniques privées, Machine Afrique ou de réels centres de soins? Est-ce qu'on se soigne mieux en Algérie aujourd'hui dans une clinique que dans un hôpital? C'est une question très, très difficile. Je ne connais pas bien, je n'ai pas été soigné ni dans l'un ni dans l'autre, mais l'hôpital public, de toute façon, partout dans le monde, l'hôpital public est moins doté qu'une clinique privée. Donc maintenant, je ne sais pas que j'esquive la question, c'est est-ce que le personnel soignant d'une clinique privée est mieux que celui de l'hôpital ou vice-versa? Je ne crois pas. Je crois que l'hôpital privé... Vous savez, il y a des pays où il y a des conventions entre le privé et le public. Il faudrait qu'il y ait des conventions de manière parce que, at the end of the day, comme on dit, l'essentiel, c'est de soigner le patient à temps et ne pas retarder un diagnostic. Donc, quelle est la meilleure méthode en Algérie? Je ne pourrais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que les médecins, la médecine qui est pratiquée doit être la même, que ce soit dans le privé ou dans le public. Il n'y a aucune raison pour qu'on... Maintenant, les délais de rendez-vous, les machines, ça c'est une question d'économie de la santé qui n'est pas du tout dans mon domaine, mais... Est-ce qu'on se soigne mieux dans des hôpitaux civils ou dans des hôpitaux militaires?
Expérience algérienne et française, vous pouvez en parler aussi. En France, l'hôpital militaire est un hôpital comme tous les autres, où on soigne les militaires parce qu'ils ont leur propre système de santé. Les hôpitaux publics en France sont très bons, on soigne bien, donc c'est équivalent. Et voilà, je réponds à cette question par la réponse de la question précédente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression que tel hôpital est mieux parce qu'on soigne mieux que l'autre. Il faudrait que la médecine soit la même partout dans des systèmes différents. C'est ce que j'ai constaté aux États-Unis, c'est ce que je constate en France, en Europe, en Angleterre. C'est-à-dire, en Angleterre, vous avez le système public, le NHS, qui a beaucoup de problèmes de finances. Les médecins ne sont pas très bien payés, donc il faut un peu de privé. Mais à la fin du jour, la médecine qui est délivrée, qui est pratiquée, elle est la même. Vous pouvez gagner du temps sur un rendez-vous, mais vous ne pouvez pas gagner en qualité de soins. Donc il faudrait en sorte que la médecine, c'est pour ça qu'on parle des contrôles qualité, que ce soit une clinique privée, que ce soit un hôpital public ou un hôpital militaire, il faudrait qu'il y ait un contrôle de la qualité des soins avec des critères précis. J'invente rien, c'est décrit dans la littérature, de manière à dire, tiens, cet hôpital, dans telle spécialité, il est meilleur que cet hôpital dans l'autre spécialité parce qu'ils ont des critères qui sont mieux remplis. Et concernant la qualité des soins, Reda Suilamas, il y a toujours ce phénomène des Algériens qui se soignent beaucoup à l'étranger, Tunisie, Turquie, Europe. Le système de santé algérien sera-t-il vraiment moderne ou les gens n'iront plus se soigner à l'étranger? Oui, je le pense parce qu'il y a un gros potentiel en Algérie. Il y a beaucoup de médecins, il y a un gros potentiel et ils veulent se surpasser. Je vois les jeunes médecins, je suis épaté par le niveau qu'ils ont par rapport à celui que nous avions à l'époque. C'est marrant parce que les Tunisiens venaient faire leur première, deuxième et troisième année de médecine en Algérie de mon temps pour repartir à... Moi, je crois que l'Algérie, si on fait ce qu'il faut, si on devient vraiment pédagogue et penser que le patient est un membre de notre famille et que moi j'aimerais bien que le membre de ma famille soit soigné de manière très simple, avec ce qui se fait aujourd'hui partout dans le monde, et que chaque médecin a des membres de sa famille et qu'il souhaiterait aussi que ces membres de sa famille soient bien soignés, ça se passe en Algérie. Ça se passera en Algérie parce que la médecine est universelle, mais il n'y a pas de limite. L'innovation, elle n'est pas que technologique. Vous savez, dans le domaine de la chirurgie, l'innovation, elle n'est pas que le robot. Hein. C'est comment, vous avez parlé du dépistage du cancer du poumon. Pourquoi pas? Si on dépiste très tôt et qu'on soigne un patient, eh ben on l'a sauvé. Ça, c'est de l'innovation. Le diabète, par exemple, et les conséquences du diabète, si on commence à le dépister très tôt, à suivre les malades qui vont faire des neuropathies diabétiques et de les traiter avant que la neuropathie ne s'installe, c'est de l'innovation. Donc, je suis peut-être optimiste, mais mes constatations, ces dernières années, je suis venu quelques fois en Algérie, la demande des jeunes médecins qui veulent aller de l'avant. Les jeunes médecins veulent faire de la médecine comme en Amérique. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas le faire. Et d'après vous, Reda Suilamas, il y a beaucoup de choses qui manquent au système de santé en Algérie. Notamment, vous mettez l'accent sur la médecine centrée sur le patient et aussi sur l'absence de contrôle qualité, notamment dans les établissements médicaux. Alors, je n'ai pas parlé de l'absence, j'ai dit qu'il fallait que la médecine soit centrée sur le patient. C'est la meilleure façon de pratiquer la médecine et d'avancer. C'est-à-dire le patient est là, l'équipe médicale est au service du patient et qu'on fait tout pour que le patient soit guéri. Et l'équipe, elle est soudée, on est tous des maillons de la chaîne, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre et nous sommes tous renouvelables. Si, vous voyez, donc l'équipe doit, du lundi au lundi, l'équipe, même s'il y a des absents, le travail est le même. Le contrôle qualité, c'est parce qu'on a remarqué dans les études, et notamment nord-américaines et les publications, que quand un hôpital
demande à être évalué, parce que c'est à la demande de l'hôpital, à être évalué. Il y a une équipe qui vient, ils ont des critères, ils regardent les dossiers médicaux, ils regardent la manière de la durée entre l'arrivée du patient et le diagnostic et le traitement, le nombre de complications par spécialité, et on vous dit, voilà, vous êtes bien, sauf tel et tel point, il faudrait l'améliorer. C'est vraiment, c'est pas une sanction, c'est pas un examen de passage, mais c'est obligé. Vous savez, quand un avion part d'Alger à Paris, par exemple, ça se passe très bien parce qu'il y a des règles internationales. Et le pilote, avant de décoller, il coche les cases. Quand il est en l'air, il coche les cases. Quand il arrête, il coche les cases. Quand un avion arrive en retard, je crois qu'il y a des pénalités. La compagnie paye des pénalités. Quand un avion ne respecte pas la sécurité des passagers, pareil, ils ont des contrôles. La médecine, c'est la même chose. La médecine, c'est plus... Hippocrate a dit « je soignerai l'aveugle, le sourd ». C'est très bien. Et c'est vraiment Hippocrate. Sauf que maintenant, ce n'est pas Hippocrate, c'est des groupes de médecins, d'infirmières, de soignants qui sont ensemble pour le bien du patient. Je peux le dire en arabe, on soigne un patient blamzitna. C'est un devoir. À partir du moment où on a mis le pied là-dedans, il faut le faire bien. Et pour vous, la médecine en Algérie doit rester gratuite? Oui. Oui, parce que ça permet un plus grand accès aux gens, aux patients qui n'ont pas les moyens d'aller être soignés. Et encore une fois, soignés de la même chose, que ce soit à Tamanrasset, à Alger ou à Ruiba ou à Blida, de la même manière partout dans le pays, avec des centres d'excellence dans les régions qui réfèrent. Dans une petite ville, il y a une maladie un peu compliquée, elle est référée au centre d'excellence qui est spécialisé dans cette spécialité. Une dernière question, Reda Suilamas, je tenais à vous la poser parce que vous êtes un spécialiste des greffes. On sait que dans les pays européens, les patients attendent beaucoup pour être greffés. Ils peuvent perdre la vie pendant cette longue période d'attente. Qu'en est-il de cette situation en Algérie, de la politique des greffes? Est-ce qu'elle est développée? Est-ce qu'elle est appelée à se développer davantage? Elle est appelée à se développer davantage. Je crois savoir qu'on fait des greffes rénales à partir de donneurs vivants. C'est un membre de la famille qui donne un rein pour un autre membre de la famille. Ça, c'est quelque chose qui est pratiqué de manière... c'est parallèle, c'est un petit chiffre, c'est un petit nombre. Mais la greffe d'organes devrait être développée en Algérie parce qu'il y a tous les critères. D'abord, il y a les malades qui ont besoin d'être greffés. Dans le poumon, c'est mon domaine, je reçois souvent des demandes de familles, de jeunes patients qui ont des atteintes respiratoires gravissimes, qui ont besoin de greffe, qui malheureusement ne peuvent pas l'avoir, sauf s'ils partent à l'étranger. Donc un programme de greffe, c'est d'abord un programme de donneur d'organes. Et je sais que dans les sociétés musulmanes, dans les pays musulmans, il y en a quelques-uns, dans les pays du Golfe, le Pakistan, l'Arabie saoudite, où la greffe est déjà pratiquée. Donc sur le plan de la religion, c'est accepté. Il y a eu des discussions, il y a eu des fatwas qui ont été écrites qui permettent de prélever un donneur morencéphalique pour greffer un patient qui, comme vous dites, sans greffe peut mourir. Et en Algérie? Mais il faut, alors, pour l'Algérie, je pense que, vous savez, le travail a été fait, donc on ne va pas réinventer la poudre ou le fil à couper le beurre. Donc on prend ces règles, on copie la manière dont dans la société ça a été discuté, et je suis sûr qu'un malade algérien qui a une insuffisance respiratoire grave, qui va mourir, si on lui dit on va vous greffer, il va dire non. Il va dire oui, bien sûr, on peut le greffer. Mais pour le greffer, il faut des organes. C'est la plus grande manifestation de solidarité dans l'humanité. Parce qu'un donneur, quelqu'un qui est mort, et qui n'a plus besoin de ses organes, peut sauver 5 autres personnes. Mais vous êtes minimum. conscient, Reda Suilamas, qu'aujourd'hui, les familles algériennes ne veulent pas donner un organe d'un parent mort? Alors, ils ne veulent pas donner un organe, ça se comprend. Il y a des taux de refus qui sont, même dans des pays européens, qui sont assez élevés. Mais si c'est en fait, la greffe, c'est un projet de société. Ce n'est pas la médecine seulement. C'est d'expliquer, de faire des conférences grand public dans la société civile, dans les mosquées, dans les écoles. Parce que si on comprend que si on a accepter qu'un parent soit prélevé s'il remplit les critères. Ça ne veut pas dire que tous les morts...
c'est les morts encéphaliques, c'est vraiment une très faible proportion des décès. Si on explique qu'aujourd'hui, le parent a donné ses organes pour sauver d'autres une fois, ce sera un autre donneur qui sauvera quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qui m'est proche. Donc, moi, je suis encore plus qu'optimiste. Si ça a été fait ailleurs, ça se fera en Algérie, parce qu'en Algérie, il y a un grand sentiment de solidarité entre les gens, et il y a un grand potentiel, il y a une jeunesse qui a un potentiel de vouloir développer ce que nous, on n'a pas pu faire dans le passé. Et donc, oui, je suis convaincu. Mais il faut y aller, c'est comme l'anglais médical. Il faut commencer, il faut mettre sur le terrain les gens d'abord, discuter, et ensuite on arrive peut-être 5 ans. Dans le pays où j'étais, on a commencé les premières chirurgies en 2015. J'ai fait la première greffe pulmonaire en 2018, 3 ans plus tard. Alors qu'on savait faire. Mais préparer la population, préparer les malades, préparer la société à accepter quelque chose qui est... En fait, la greffe, on l'a fait parce que la personne va mourir. Donc si... Why not? Merci Reda Suilamas d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes médecin, professeur de chirurgie et vous êtes venu notamment au dernier salon du livre d'Alger pour présenter La couleur du bistouri à Chihab Édition. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci à vous aussi.